Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Christy. Bonjour Lily Rose. Merci de me rejoindre sur le podcast pour qu'on puisse parler toutes les deux de ton... C'est ton second livre sur la méthode Kaizen ? C'est le premier que j'ai écrit sur la méthode Kaizen et sinon j'en ai écrit beaucoup. Je sais pas combienième, mais c'est pas du tout le second. C'est pas le second, d'accord, parce que je sais que tu as écrit sinon un autre livre sur l'ikigai qui a été... Trouver son ikigai. Non, j'en ai écrit plusieurs autres. En fait, c'est mon dernier livre paru. D'accord, voilà, ton dernier livre paru, c'est ce qu'il y a de plus juste à dire. Voilà, donc c'est Changer avec le Kaizen, donc cette méthode Kaizen, cette méthode du petit pas qui est japonaise. Mais je vais pas expliquer, je te laisserai cet honneur. Et avant donc de parler de cette méthode, en quoi elle consiste, comment elle peut nous aider dans notre quotidien, dans la vie pro, dans la vie perso, à mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, etc. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi, ton parcours et comment est-ce que Kaizen a croisé ton chemin ? Alors, mon parcours. Donc j'ai 48 ans et demi, j'ai 3 métiers. Mais le point commun de ces 3 métiers, c'est compagnonnage. Donc un métier, c'est écrivain de livres, et j'ai aussi un blog qui s'appelle Ma vie sans moi, où vraiment mes lecteurs et moi, on s'accompagne dans des moments de notre vie. Donc là, avec le Kaizen, c'était le désir de changer. J'ai aussi une activité de formatrice, et notamment, je conçois des programmes à distance ou des séminaires, où ça s'appelle des programmes compagnons. Donc, on s'accompagne mutuellement pour faire un truc plus qu'on a envie de faire. Par exemple, là, je viens de terminer un programme compagnon qui s'appelle « Y a quelqu'un ?» Parce que souvent, les femmes et les hommes, mais en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec des femmes, on a besoin d'être présente à plein d'aspects de nos vies. Et donc là, c'était la question, c'est à qui je choisis d'être présente et comment je suis le mieux possible présente à ce qui a de la valeur pour moi. Et puis mon 3e métier, c'est d'être coach, donc j'accompagne mes clientes dans des problématiques personnelles ou professionnelles. Ma spécificité, c'est plus le mouvement et comment je remets de la joie et de la circulation dans ce qui peut être un peu bloqué, etc. Donc voilà, accompagnatrice par des petites et des grandes choses. Et puis par ailleurs, j'ai 2 grandes filles de 18 et 21 ans qui s'apprêtent à quitter la maison. Ouais, un chien qui s'apprête pas à quitter la maison tout de suite, un mari qui j'espère ne s'apprête pas non plus à quitter la maison, et une 50aine de plantes qui, elles, ont besoin que je m'occupe d'elles, mais après l'été, il y en aura peut-être des qui seront un peu flappy, quoi. Voilà, donc j'habite en banlieue parisienne à Malakoff, dans une maison. Là, je suis dans le 3e étage, il y a mon bureau. Et je fais du vélo, je jardine beaucoup, j'adore herboriser, c'est-à-dire aller cueillir des herbes, des graines, des plantes. Après t'avoir appelé Lily Rose, je vais aller... mettre à macérer, tu vois, du millepertuis que j'ai récolté hier en Bourgogne. Cool. Donc voilà, je suis très passionnée par plein de choses, notamment la vie des plantes et la vie de mes clientes et de mes enfants. Comment j'accompagne celles et ceux qui ont de la valeur pour moi. Voilà. Ouais, tu as déjà un peu introduit, enfin, on sent peut-être un peu Kaizen, tu parlais de petits pas, grands pas, tu les accompagnes dans ça m'a évoqué Kaizen. Et du coup, toi, comment tu l'as découvert cette méthode et comment est-ce que tu l'as introduite dans ta vie ? Alors, je crois bien que je l'ai découverte dans les années 2000, mais pas avec ce nom-là, par un Américain qui s'appelle Leo Babauta, et il a un blog qui s'appelle Zen Habits, et je l'ai beaucoup lu et suivi, jusqu'à ce que j'en ai eu marre. Tu sais, des fois, t'as des voix qui t'emmerdent, ou des tons, ou des côtés un peu moral. Donc, bref, il m'a beaucoup aidé, puis un jour, j'ai dit... En fait, un jour, il nous a parlé de plusieurs de ses gourous à lui, dont un qui s'appelle Seth Godin et un autre qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Et du coup, je suis plutôt passée sur ces nouveaux gourous grâce à Seth Godin, grâce à Leo Babauta. Mais Leo Babauta, il donnait une méthode pour changer par petites incrémentations que j'ai trouvé géniale. Et c'est cette méthode-là que j'ai retrouvée quand je me suis intéressée plus particulièrement au Kaizen. Donc voilà, j'ai commencé à la découvrir et à l'appliquer dans les années 2010, je sais plus trop quand, en me disant, j'ai certaines habitudes que j'ai envie de prendre, j'ai certaines habitudes que j'ai envie de perdre, je suis pas une révolutionnaire dans l'âme, et j'ai quand même envie de changer. Moi, j'aime pas le changement tout du jour au lendemain, et je trouvais que Leo Babauta et ses inspirateurs à lui donnaient des super bonnes idées, voilà. Et donc, j'ai commencé à appliquer sa méthode avec des résultats qui m'ont plu. Et puis, en 2019, j'ai reçu la commande donc de l'éditeur d'un livre sur le Kaizen.
Et c'est là que je me suis intéressée au sujet avant de dire oui ou non. Et là, je me dis, bah, évidemment, c'est ce que je fais depuis des années, sans savoir que c'était le Kaizen. Ah. Voilà. Et du coup, bah, j'étais assez à l'aise pour dire oui. Donc après, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur le terrain d'internet. J'ai fait des recherches dans ma vie de tout ce que j'avais pu faire, de ce que j'avais envie de faire, et puis de plein d'outils qui existaient pour favoriser le changement progressif à partir d'un objectif. Oui, donc en fait, c'est quelque chose que tu faisais déjà naturellement dans ta vie, et le fait de découvrir cette méthode Kaizen, ça t'a peut-être permis de mettre un mot sur un concept, d'enrichir. D'aller un peu plus en profondeur, quoi. Je sais pas si c'est plus en profondeur, mais en tout cas, c'est en plus en largeur. Tu vois, ouais. J'ai élargi le spectre et je me suis remémoré et réapproprié, et pour les transmettre, des outils que j'utilisais spontanément sans les nommer. Et là, toi, je les ai nommés, c'était plus précis. Ok, et du coup, Kaizen, ça veut dire quoi? Comment je le traduis, moi? Kai, ça veut dire, en gros, changer en se bottant les fesses. Oui, et Zen, ça veut dire bien, mieux. Qu'est-ce qui est bien? Une harmonie. Et donc, moi, je le traduis sur comment je change pour le mieux en me bottant les fesses. Mais c'est un petit bottage de fesses. C'est un bottage de fesses à notre mesure et incrémentiel. Tu veux que je t'explique, en gros, c'est quoi la méthode Kaizen? Ouais, vas-y. Donc, elle a été théorisée par tout un tas de gens au fur et à mesure des années. Mais en gros, elle a vraiment commencé à très bien marcher au Japon. À la fin des années 45-50, tu vois, après la guerre, ils ont été envahis, administrés par les Américains. Et un beau jour, il y a une conférence auprès de plein d'industriels japonais, et des scientifiques américains sont venus transmettre une méthode qui s'appelle la roue de Deming. Donc en fait, c'est les Américains qui l'ont inventée, et même le mec qui l'a présenté, c'était pas lui qui l'avait inventé. Donc la méthode, elle se perd un peu dans la nuit des temps. Elle a beaucoup aidé et beaucoup plu aux Japonais pour arriver à leur système d'industrie zéro défaut, zéro déchet, une industrie qui soit vertueuse. C'est-à-dire comment je progresse en permanence. Et donc moi, mon idée et le mandat que j'ai eu avec l'éditeur qui m'a fait la commande du bouquin, c'est comment j'applique cette méthode à la vie personnelle des gens. Et donc là, comment ça se passe? On pourrait résumer avec le mot OPCDA. Donc O, j'observe qu'il y a un truc dans ma vie qui va pas. Juste ce matin, je faisais mon bilan et je me suis dit, je mange beaucoup trop de viennoiseries. Et c'est dommage parce que j'ai réussi à perdre 3 ou 4 kilos, ce qui à mon âge, 48-50, tu vois, c'est quand même pas si simple. Et je me remets à manger des viennoiseries. En plus, ce matin, elle était vraiment pas très bonne. Donc tu vois, observation, ça déconne. Après, le P, c'est le plan. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour manger moins de viennoiseries? Et ben, je peux peut-être me dire, par exemple, pendant tout l'été, donc jusqu'à la rentrée, je n'achète au petit déjeuner à la famille plus de viennoiseries. Et si j'en mange, éventuellement, c'est une par-ci par-là sur le port en vacances, tu vois, mais j'achète plus de viennoiseries pour la famille. Si on m'en offre, j'en mange, mais moi, j'en achète plus pour la famille. Ça peut être que je vais arrêter de faire des gaufres ou quoi, mais je peux dire, voilà, j'en achète plus. Le plan, il faut que toi, là, je viens juste de faire cette observation, mais il faut que je me demande un peu si je suis à l'aise avec ce plan. Ensuite, le D, c'est comment je déroule le plan. Il va falloir que d'abord, je me dise bien, bon, combien de temps je le fais, comment j'en parle à ma famille, comment je tiens le coup. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Après, C, c'est check. Donc, il y a 2 styles de check. Il y a le premier check, c'est pendant le plan. Donc, je t'ai dit que ce serait jusqu'à la fin des vacances, donc jusqu'à la fin de l'été, 1er septembre. Donc, de temps en temps, tous les 10 jours, je me dis, alors, comment ça va? Comment je tiens pour les viennoiseries? Tu vois, je me fais un auto-check. Est-ce que je me sens plus légère? Est-ce que je mange plus sainement? Par quoi j'ai remplacé les viennoiseries au petit-déj de bons, de sains, etc. Et puis, à la fin des 6 semaines, je me dis aussi, quels sont les bénéfices? Est-ce que je continue à plus en acheter? Est-ce que, carrément, j'arrête aussi les gaufres que je fais et les crêpes et le petit pain au chocolat sur le port? Ou est-ce que j'ai plus besoin parce que j'en ai plus envie? Donc, check. Et A, c'est comment j'amplifie le mouvement éventuellement. J'arrête le pain, j'arrête les gluten, ou bien j'arrête. Tu vois. Donc c'est vraiment, j'observe, soit une habitude que je veux acquérir, soit une habitude que je veux perdre. Je fais un plan, je déroule le plan, je vérifie que tout va bien, et ensuite je décide qu'est-ce que je fais pour la période suivante. Je garde la même chose, j'amplifie le mouvement ou j'arrête. Il y a 2 choses intéressantes, c'est justement ce côté, je trouve, se donner quelque chose d'atteignable et avec une durée dans le temps. Par exemple, moi, je me suis mise un truc con à faire du sport 15 minutes par jour.
et tu te dis voilà 15 minutes par jour, t'as le temps de les trouver, etc. C'est facile et tu te donnes une durée de temps. Donc j'aime bien cette durée de temps pour faire le constat et pas se donner un truc trop inatteignable en mode je le fais tous les jours pendant 4 ans. Et ce côté de ce réajustement, ok, maintenant que ça fait 1 mois que je fais 15 minutes de sport tous les jours ou que ça fait 1 mois que j'achète plus de viennoiserie et je commence à constater certains résultats, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe au level supérieur, donc j'achète plus de fruits, ou alors je passe à 20 minutes de sport, ou je me dis c'est bon, j'ai ce que je voulais, je reprends mes anciennes habitudes quoi. Bah oui, je t'en avais parlé au téléphone. Parfois c'est plus la peine de faire un effort. Quand j'avais écrit le bouquin, j'avais écrit sur l'alcool. Je voulais boire moins d'alcool pendant l'été. Et donc, je m'étais limitée à 1 verre par jour et ça avait plutôt très bien marché tout l'été. J'avais juste une fois bu 2 verres de cidre à la place d'un. Donc, le lendemain, j'avais bu 0 verre. Et du coup, à la rentrée, j'avais pas besoin de continuer parce que mon estomac, de fait, avait plus du tout envie. Donc parfois l'habitude elle est déjà intégrée et donc on n'a plus besoin de se botter les fesses en fait, de se caille pour changer. Donc la question c'est d'ailleurs ce que disait Léo Babauta, il disait on peut changer une habitude à la fois, mais après la question c'est quelle nouvelle habitude éventuellement j'ai envie de changer. Mais une fois qu'elle est acquise ou perdue, c'est plus un enjeu. Moi, je mange déjà beaucoup de fruits. Là, la question, c'est pas d'acheter plus de fruits, c'est vraiment de manger moins de graisse pas bonne trop souvent, quoi. Ouais. Voilà. Surtout que j'ai vraiment fait cet effort j'ai même maigri sans effort, alors je me dis c'est quand même un peu dommage de m'auto-saboter. Et idem pour l'alcool. Je trouvais que je m'auto-sabotais en buvant plus qu'1 verre par jour. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment aussi cette idée, j'ai l'impression de pas se mettre en situation d'échec, en fait, de faire un truc à la fois. C'est vrai que souvent, par exemple, en janvier, on peut avoir les bonnes résolutions. Allez, je fais du sport, je bois plus d'alcool, je mange sainement, je fais ci, je fais ça. Et au final, il y a trop de trucs et on peut pas. Du coup, toi, ce que t'as peut-être tendance à conseiller, c'est de dire, ok, on prend un changement à la fois et on l'ancre par ordre de priorité. Oui, et aussi, pas forcément tout le temps d'ailleurs un changement à la fois. Donc moi d'abord je fais jamais de bonnes résolutions. C'est plutôt en janvier, c'est qu'est-ce que je veux qu'il m'arrive de bien cette année. Et j'essaie de mettre en place les choses tranquillou. Tu vois, ça fait longtemps que moi j'avais pas eu d'envie de changer là. C'est vraiment ce matin où je me suis dit, d'abord peut-être que j'étais aussi formatée parce que j'allais te parler, tu vois, donc mon esprit s'est préparé, mais je me suis dit c'est trop bête d'avoir perdu ces 3 kilos sans effort pour ensuite les reprendre des conneries qui me font même pas plaisir. Donc tu vois, le désir de changer pour moi, il doit venir d'un vrai c'est trop bête, c'est trop nul. En 2019 quand j'ai écrit le bouquin, je me suis dit c'est trop nul. Il y a 2 ans là, j'étais en Corse avec toute ma famille et ma belle famille et comme je buvais plus de 2 ou 3 verres par jour, j'étais tout le temps crevée, tu vois, et j'ai pas envie de gâcher mes vacances. Donc le bouquin, il s'appelle bien Changer ER et pas changer EZ. C'est vraiment pas une injonction à changer parce que d'abord on n'a pas toujours besoin de changer, on n'a pas toujours envie de changer, on n'est pas toujours prêt à changer. Et donc le livre c'est vraiment si un jour t'en as marre de faire des conneries, tu vois, moi je trouve ça un peu con de manger trop de viennoiserie ou de trop picoler ou de trop acheter de fringues, enfin tu vois, moi j'ai beaucoup dans le trop. Tu vois, j'ai pas envie de m'auto-saboter, j'ai envie de passer des bonnes vacances ou bien ma silhouette que je commence à retrouver, j'ai envie de l'améliorer et pas de la détériorer. Et donc je sens l'appel à changer. Et donc quand je ressens l'appel, et ben là mon bouquin te prend gentiment par la main et te dit ça peut être une manière de faire. Tu vas devoir te botter un peu les fesses parce que c'est pas toujours confortable de changer. Tu vois, moi, ça va pas être facile de me dire à mes enfants, alors moi, je dis plus de croissants, les filles. Hein. Si vous en voulez, vous en ramenez. Mais moi, la maman nourricière, elle va vous nourrir autrement. C'est pas facile. C'est pas confortable. Et en même temps, si on explique pourquoi, j'ai envie d'être mince, d'être en bonne santé, puis je pense que vous aussi. Je pense que ça va aussi aider tout le monde, en fait. Ouais. Donc, avant le changement, il faut qu'il y ait cette impulsion, ce désir, cette émotion. Intérieure, ouais. Comme changer, c'est douloureux. Enfin, douloureux modérément, hein, mais quand même, il y a un petit inconfort. Je pense qu'il faut que ce soit mis en regard avec une douleur plus forte. De dire, grossir en mangeant de la merde, c'est encore plus douloureux que de changer. Ouais. Voilà. Ou bien, pas être en forme de ses vacances, c'est encore plus douloureux que de dire à la famille, pour l'apéro, je prendrai qu'un verre, je devrais choisir entre apéro et dîner, et vous moquez pas de moi. Ouais, c'est voir qu'est-ce qui est finalement inconfortable pour nous, le reconnaître et se dire allez, maintenant je vais changer ça, quoi. Je vais changer ça tout doucement. Et puis aussi, je vais mettre les conditions de mon côté pour que ça marche. Et donc, tu veux que je te parle des conditions ? Oui, tu peux. Donc ça, c'est un truc qui est très connu, c'est une recherche sur comment faire pour qu'un changement marche. Et c'est vraiment une des pages que je préfère du livre, c'est vraiment toutes les conditions. Donc la première, on vient d'en parler, c'est 1 à la fois. Parce que quand on a 15 à la fois, on peut pas se concentrer
tu vois, sur les 15. La deuxième, c'est commencer petit, tu vois. Moi, je t'ai dit, j'arrête d'en acheter pour la famille. J'arrête pas ni d'en manger si on m'en propose, et si j'en ai envie, ni de m'en acheter éventuellement un de temps en temps, parce que c'est vraiment, moi, je trouve que le petit pain chocolat amande sur le porc, là, c'est tellement bon. Mais c'est plus dans un système de nourriture. Donc, je commence petit, puis après, j'adapte éventuellement, j'amplifie. Toi, c'est comme toi, les 15 minutes de sport. Peut-être qu'un jour, tu te diras, ça me défoule plus. Donc, voilà. 3, c'est, je le rends social. Je vais en parler à ma famille. J'en parle autour de moi et j'explique et je leur dis, aidez-moi. J'étais tellement contente de toi. Et je leur explique aussi la douleur que j'avais. J'étais tellement contente de mincir. Aidez-moi à rester mince. Ensuite, comme je t'ai déjà un peu raconté aussi, je réévalue régulièrement les résultats. Tiens, comment ça marche? Comment ça me fait? Comment je me sens? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est dur? Est-ce que se demander quels sont les bénéfices, ça aide à tenir le jour où il y a des coups. Et puis regarder les coûts que ça a pour soi, ça peut se dire aussi, alors comment est-ce que je pourrais le rendre moins coûteux? Il y a aussi s'aider, S''AIDER, comment je m'aide moi-même à faire les choses. Par exemple, quand j'avais arrêté l'alcool, j'avais pas acheté les alcools que j'aimais bien, genre du rhum arrangé, tu vois, je l'avais pas emmené avec moi en vacances. Je peux éviter d'entrer dans la boulangerie qui fait des super bonnes viennoiseries près de chez moi. Je peux aller à celle où elle fait des viennoiseries qui sont moins tentantes. Des trucs comme ça. Ouais. Et puis enfin, c'est se récompenser. Qu'est-ce que je me donne comme récompense à l'issue des 6 semaines? Ou du temps prédéterminé. Ouais, du temps prédéterminé. Qu'est-ce que je me donne comme récompense? Alors, pour l'alcool, par exemple, quand j'avais réussi à boire qu'un verre d'alcool, j'avais pas eu besoin de récompense. J'avais passé un tellement bon été que le bénéfice intrinsèque était, donc je me suis pas pris une grosse murge pour fêter les 6 semaines avec moins d'alcool. Mais en tout cas, c'est quand même, est-ce que je mérite un cadeau? Donc là où je vais aller en vacances et en Corse, il y aura quand même des très très bonnes pâtisseries. Je peux peut-être me demander pendant ces 6 semaines quel pâtissier me fait rêver et où est-ce que je pourrais aller acheter un très bon truc pour fêter les 6 semaines. Et ça, tu vois, c'est sympa parce que je suis gourmande et j'ai pas envie d'arrêter de l'être. Mais tu vois, ce qui est embêtant, c'est que ce soit automatique. Mais une bonne gourmandise à l'issue des 6 semaines, je pense que c'est une bonne idée. Ou alors faire un gâteau qui me tente. Enfin, tu vois, trouver en tout cas, au moment venu, la récompense qui va me faire plaisir si j'en ai besoin. Ouais, se faire plaisir pour se récompenser, en fait, de l'effort fourni et... Ok. Il y a aussi un point qui est important que j'avais oublié, c'est qu'est-ce que je fais si je craque? Que faire en cas d'échec? Tu vois, par exemple, quand j'avais diminué l'alcool, je m'étais dit, si j'en bois 2, qu'est-ce que je fais? Comme un programme informatique, if 2 glasses, then, le lendemain, 0. If 3 glasses, then, pendant 2 jours, 0, tu vois, je rééquilibre. Donc là, j'ai pas encore trouvé, mais qu'est-ce que je fais en cas d'échec? Parce que le risque en cas d'échec, c'est qu'on se dise, tu vois, je t'avais dit que tu n'y arriverais pas. Et donc là, qu'on imagine dans sa tête, ok, ça risque d'être dur, donc je risque à un moment donné de craquer. Qu'est-ce que je fais si je craque? Je vais pas dire que je suis nulle et que j'y arriverai jamais et je laisse tout tomber. C'est plutôt, je mets en place une situation, voilà. Donc j'ai pas encore trouvé ce que je faisais en cas d'échec, mais en tout cas, je vais l'imaginer pour compenser, en fait, d'une certaine manière, l'effort qui n'aura pas été fourni à ce moment-là. Oui, et puis aussi pour visualiser à l'avance que c'est difficile et que c'est possible que j'échoue pour des raisons, soit de moi, soit indépendantes de ma volonté. Par exemple, si je dois racheter des croissants pour la famille, est-ce que j'en achète un pour moi ou pas? Écoute, je vais décider ce que je fais. J'ai pas encore trouvé la conduite à tenir, mais... L'équilibre. Voilà. Oui, après, ça demande de la créativité aussi, j'imagine. La créativité, et puis qu'est-ce qui est juste? Tu vois, qu'est-ce qui est faisable? Et comment je suis le plus gentil avec moi dans mon désir de changer? Comment je m'accompagne avec tendresse et indulgence et en même temps persévérance et bottage de cul, comme on dit dans le Kaizen. Donc je lâche pas mon désir de changer et je suis humaine et j'ai pas envie d'en faire un cauchemar, mais plutôt une aventure, tu vois, dont je me rappellerai avec joie. Moi, j'ai vraiment adoré mon aventure de boire moins pendant un été. Oui, c'est s'accompagner dans la douceur. La douceur, changer dans la douceur. Voilà, et en même temps dans la persévérance. Les deux, mon capitaine. C'est un bon point. Et tu vois, donc là, tu as parlé des conditions et des facteurs aidants. Mais quand on a ce désir de changer, qu'on a conscience de toutes ces conditions, par où on commence? Quel est ce premier pas qu'on peut faire? C'est vraiment observer finement. Il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce qui va pas? Ce matin, j'étais frustrée parce que j'avais eu des embouteillages et tout, donc j'ai cédé à mon agacement pour acheter des viennoiseries qui étaient même pas bonnes. Et je les ai pas appréciées, toi. Donc, l'observation, tu la rumines un peu, et tu dis ça va pas. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, ça va être les vacances. Donc, normalement, les vacances, c'est une vie plus sympa, plus facile et tout. J'aurais peut-être moins besoin de compenser des trucs par la bouffe malsaine. Donc, tu vois, c'est tranquillement, je sens un signal faible. Je dois mettre le doigt sur ce qui va pas.
Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, chaque étape du OPCDR, elles peuvent prendre un peu de temps. Il y a une phrase que j'adore qui vient d'une dame qui s'appelle Danielle Laporte, c'est I'll be ready when I'll be ready. Et tu vois, j'ai attendu 2 ans avant de mettre en place le plan peu d'alcool après mon été de merde. Parce que tout d'un coup, je retrouvais des conditions, on allait partir au même endroit avec la même famille et tout, qui me disaient là ça va pas là. Quel est le juste moment pour changer? Donc parfois on peut mettre le doigt sur un problème et se dire ce problème-là, il faudra que je le règle un jour et pas être prêt. Alors parfois c'est jamais le bon moment, mais ça peut venir que de soi l'impulsion. L'injonction à changer des autres n'est pas juste, et même l'injonction à changer pour soi, c'est aussi est-ce que c'est le bon moment pour moi pour changer? C'est vraiment se dire c'est quand le bon moment pour moi? Parce que si on prend pas le bon moment, c'est comme si tu veux planter un arbre dans une terre en plein mois d'août où c'est tout sec, ça marche pas toujours. C'est mieux de le planter en octobre-novembre. Quelle est la bonne terre pour planter ma graine de changement? Ouais, j'aime beaucoup cette formulation. Ouais. Pour repasser sur cette partie mise à l'action, dans ton livre, à un moment, tu dis la seule manière d'avaler un éléphant, c'est de le couper en morceaux. Et j'aime beaucoup ce concept. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce concept? Tu vois, par exemple, dire je bois pas de l'été ou bien je bois qu'un, c'est compliqué. Alors que dire chaque jour, je me limite à 1, c'est plus simple. Dire j'arrêterai toute ma vie d'acheter des viennoiseries pour la famille, de dire alors là, cet été, je ne l'achète plus. Et puis je vois ce qui se passe. Donc ça, c'est d'abord cette espèce de limite dans le temps. Moi, je trouve ça assez aidant, et de se dire ok, aujourd'hui, voilà comment je vais m'y prendre. Tu vois, je t'ai aussi dit que j'essayais d'écrire un nouveau bouquin, et tout d'un coup, le concept me paraît assez intimidant. Mais de me dire, alors déjà, quelles sont mes idées pour ce bouquin? Donc toi, je fais la liste des idées. Ça je sais faire, tu vois, faire une liste d'idées. Donc c'est quoi les différentes étapes? C'est quoi les différents pas pour ce bouquin? D'un coup, faire un brainstorming, moi qui ai toujours plein d'idées, ça je sais faire, mettre des idées. Sauf que mettre des idées, ça veut dire que je commence à avoir un plan. Bon, c'est quoi la prochaine étape? Maintenant que t'as toutes tes idées, pas toutes, mais t'as plein d'idées. 2 étapes au choix. Soit je pourrais prendre la première idée et commencer à écrire un texte dessus. Soit je pourrais écrire un document de présentation aux éditeurs. Les deux, je sais faire. Oui, je sais faire, en fait. Donc, toi, je sais pas encore écrire tout mon prochain bouquin. Mais par contre, je sais faire un synopsis pour l'éditeur, ou je sais écrire un chapitre. Alors, tu vois, j'ai plus qu'à. Donc, c'est vraiment comment je processe. Il y a 2 choses différentes. Soit tu te dis, ok, c'est quoi les différentes étapes pour mon projet? Soit, encore plus simple, c'est juste, ok, c'est quoi le premier pas que je peux faire? Et ne pas arrêter. J'aime bien cette phrase, je crois que je sais plus si elle n'est pas attribuée à Confucius, qui disait « Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement d'être à l'arrêt ». Et donc, quand j'ai écrit, je me rappelle encore le bouquin sur le Kaizen, donc j'avais fait ce que je t'avais dit, j'avais fait ma liste de chapitres possibles, il y en a plein qui sont rajoutés après, tu vois. Et j'avais fait mon synopsis à l'éditeur qui l'a validé, le truc que je t'ai envoyé aussi. Oui. Et puis chaque jour, j'écrivais mon chapitre, parce que je l'ai écrit assez vite, ce bouquin. Je l'ai écrit pendant les vacances. Avant d'aller à la plage, je disais, alors demain, qu'est-ce que je fais? Donc, toi, je préparais le chemin pour demain. Donc, ça, j'adore faire ça, c'est, ok, j'ai fait un pas, c'est quoi le prochain pas? Oui. Et du coup, le lendemain, quand tout le monde allait à la plage, on faisait ces trucs et que moi, j'allais écrire, j'étais parfois diversement motivée, parfois j'étais hyper contente de l'écrire, parfois je me disais, moi aussi, j'aurais bien à la plage. Et donc, j'avais plus qu'à reprendre ma liste de points pour le chapitre suivant. Et hop, c'était beaucoup plus facile de rentrer. Donc, toi, je fais un pas et je me demande c'est quoi le pas d'après. C'est quoi le pas d'après? Et ça aide. J'appelle ça le bridge, tu vois, le pont. Si j'avais encore 2 heures devant moi ou 3 heures pour écrire un chapitre, le premier jet d'un chapitre, qu'est-ce que je ferais? Et souvent, on en a les idées, tu vois. Et là, piouf! Et du coup, le lendemain, au début, j'étais un peu verte de pas aller tout de suite à la plage, mais une fois que je commençais à regarder mes petits points, je commençais à écrire et je repartais hyper contente parce que j'adorais ce sujet. Donc, du coup, assez vite, j'arrêtais de râler et je me mettais à écrire dans la joie parce que je m'étais aidée la veille en me préparant le chemin pour le lendemain. Ouais. C'est comment je me facilite le pas suivant en me disant peut-être que demain je serai moyen motivée pour aller courir ou faire ma séance de sport. Si ton sac il est tout prêt, tout propre, près de la porte, c'est comme le chien qui attend que de sortir, ça va être moins simple de dire j'y vais pas. Tu vois. Ouais. Comment je me simplifie le boulot pour la suite. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à une personne qui avait partagé justement une astuce pour se mettre au sport. C'est que le matin, dès qu'il se levait, il se mettait directement en habit de sport. Et comme ça, il y avait déjà un premier pas qui était fait et finalement il était déjà en habit, donc il avait plus qu'à courir, plus qu'à mettre une vidéo pour suivre mon entraînement. Ou j'aime beaucoup cette idée là justement de se faciliter la tâche, en fait, surtout qu'après quand on est dans l'élan,
on est dans l'élan de cette tâche qu'on est en train de faire, c'est plus facile pour nous de visualiser la suite que quand on est coupé de ça et qu'on a passé une nuit, une journée ou qu'on a fait d'autres choses, de se remettre dedans et de se dire bon, par quoi je commence, ça demande peut-être plus d'efforts. Ouais, on a besoin de se faciliter les choses. Dans ton livre aussi, à un moment, tu parles de questions que tu te poses régulièrement et qui t'aident lors des périodes de transition. Ouais. Est-ce que tu peux nous les partager? Ouais. La question que je me pose beaucoup en ce moment, parce que donc je suis en transition de maman très présente à maman avec des enfants plus loin, et j'adore cette question, c'est à quoi suis-je appelée? Donc j'ai dit que j'avais un chien, et donc je marche beaucoup avec mon chien, et souvent en ce moment quand je me balade, je me demande qu'est-ce qui m'appelle. Et donc t'as à la fois l'appel vocationnel, et puis t'as aussi des fois l'appel de la sieste, l'appel de la petite tasse de thé, l'appel d'aller plus vite ou moins vite. Enfin tu vois, c'est des appels à la fois très profonds et puissants, vocationnels. Je pose la question et après je me demande comment vient la réponse. Donc soit je le fais en marchant, soit je le fais par écrit. J'écris qu'est-ce qui m'appelle et là j'attends ce qui vient. Ça, j'aime beaucoup cette question. Une autre question, j'adore cette question aussi, c'est de quoi ai-je la force? C'est les jours où t'as pas beaucoup d'énergie et on se dit je suis capable de rien. Et en me demandant de quoi ai-je la force, j'ai souvent des petites actions modestes qui me viennent. Donc c'est au début mon ego il dit vraiment c'est pas génial, hein. Mais je fais quand même, j'écoute quand même la réponse. Et ensuite souvent comme j'ai réussi à faire un tout petit truc dont j'avais la force, je repris de l'énergie pour faire parfois des plus gros trucs. Dans le même ordre d'idée, c'est quelle toute petite action pourrais-je accomplir? Tu vois, quand je suis un peu intimidée, par exemple là pour ce prochain bouquin, je pourrais me dire de quelle toute petite action pourrais-je accomplir? Là, ce que je pourrais faire par exemple, c'est imprimer le synopsis que j'ai déjà commencé à écrire et le compléter, tu vois, le relire tranquillou dans le métro tout à l'heure, je vais prendre le métro, tu vois, je pourrais me l'imprimer et la noter et voir ce qui manque, est-ce que je pourrais ajouter, etc. Tu vois, ça c'est vraiment, tu vois, imprimer c'est pas un gros truc, mais les moments où je suis très intimidée, ça m'aide. Et puis, quel pourrait être mon prochain petit pas? Tu vois, donc c'est un peu les mêmes questions, mais parfois les formuler un peu différemment. Tu vois, dans mon bouquin, par exemple, j'ai marqué à quoi suis-je appelée, et maintenant je dis qu'est-ce qui m'appelle. Tu vois, donc c'est un peu, c'est vraiment écouter aussi sa propre poétique. J'ai souvent des clients qui me disent j'aime pas tel ou tel mot que tu utilises. J'ai dit no problème, trouve ton mot. Ouais. Et tu vois, moi je dis à la Christine il y a 4 ans, alors à quoi suis-je appelée? Ça ne me parle plus aujourd'hui. Maintenant, ce qui me parle, c'est qu'est-ce qui m'appelle? De quoi ai-je la force? Je dis à la Christine il y a 6 mois qui l'utilisait tout le temps, ça me parle pas trop en ce moment. Ce qui me parle plus, c'est quel est le prochain petit pas. Donc ça, c'est vraiment trouver quelle question m'active. Ça, c'est un peu comme Boucle d'or et les 3 ours. Il faut trouver la bonne taille du lit. Il y a des questions qui sont trop grandes comme Papa ours et des questions qui sont trop petites et trop étriquées comme Maman ours. Trop molle. Il faut trouver la bonne question. Il faut trouver la question à ta bonne mesure, qui à la fois t'intimide pas trop et qui en même temps t'active suffisamment. Et ça, c'est pas facile. D'où l'intérêt des coachs comme moi, qui posent plein de questions et qui vérifient avec leurs clients que ça résonne, etc. ou pas. Oui, et quand tu dis qu'ils t'activent, ça veut dire donc qu'ils te permettent de passer à l'action ou du moins réponses, d'imaginer des choses. Par exemple, quand je fais souvent des siestes de 25 minutes l'après-midi, et parfois je peux pas les faire parce que j'ai des rendez-vous, des trucs qui se passent et tout. Et donc l'autre jour, j'allais à un rendez-vous super important pour moi, et en marchant, je me disais qu'est-ce qui t'appelle? Il faisait chaud, tu vois. Et je dis j'ai envie de dormir. Et je peux pas dormir parce que j'ai ce rendez-vous. Et je me dis en même temps, je vais à ce rendez-vous qui est tellement important. Qu'est-ce qui m'appelle? Ça peut être aussi de prendre en compte une frustration qu'on peut avoir et de se dire ok, mais il y a une raison pour laquelle j'ai cette frustration, c'est que je vais faire un truc super important pour moi. Et du coup, tu vois, j'ai toujours un peu chaud et fatigué, mais il y avait quand même un regain, tu vois, de pêche et de sens. Et du coup, ok, je suis appelée par la sieste, mais je suis aussi appelée par ce rendez-vous. Et là, je donne la priorité à ce rendez-vous et je vais aller dans les meilleures conditions possibles avec ma joie, ma présence, etc. Et sans être endormie comme j'aurais pu être si je m'étais pas posé la question. Ouais, prioriser quoi. Ouais, ou recomprendre pourquoi je fais les choses. Pourquoi je renonce à des choses importantes pour moi, tu vois, ou qui me font du bien pour faire d'autres choses encore plus importantes à ce moment-là et qui me font encore plus de bien. Oui, ça permet de réinsuffler une forme d'énergie, quoi. Ouais. Et tu vois, quand tu as dit de quoi ai-je la force, ça me fait penser à une histoire que tu partages dans ton livre où tu parles d'un bureau qui était peut-être mal rangé, plusieurs choses entassées et que ça faisait longtemps que tu le repoussais, le moment de le ranger. Ça y est, j'ai eu la force de le ranger là. Justement, 4 ans après. 4 ans après le livre. Ouais, j'ai demandé d'aide à quelqu'un.
Ah ouais, bah justement, tu expliquais que parfois le fait de se dire ok, peut-être que tout ce bureau en entier ça peut être intimidant et donc ce qui fait qu'aussi je peux être amenée à repousser beaucoup, mais par contre je me dis ok, je commence par cette étagère et peut-être le fait d'avoir commencé à faire cette étagère, bah ça nous a donné l'énergie et l'envie de continuer à faire le bureau, à faire d'autres choses. En fait, j'ai demandé l'aide à quelqu'un. J'arrivais pas à ranger toute seule et du coup, j'ai demandé à quelqu'un est-ce que tu peux venir m'aider. Et on a passé une journée à 2 à ranger. Alors là, ça fait 1 mois et demi. Donc, il y a encore des choses qui sont bien rangées, mais tout n'est pas aussi bien rangé que quand mon ami a quitté la maison. Mais quand même, je suis contente, tu vois. Et c'est assez facile de redonner de l'ordre aux choses. Tu vois, si je voulais y passer un quart d'heure, je pourrais leur redonner une bonne forme. Alors qu'avant, c'était impensable. Oui, mais c'était surtout pour, tu vois, dans cette idée de commencer justement à faire quelque chose de petit. Et du coup, ça insuffle cette énergie de faire plus grand, quoi, jusqu'à ce que la pièce entière soit faite, quoi. Ou pas. Ou pas. Non, le rangement, c'est un truc compliqué chez moi. C'est comment je m'y mets et comment je le garde rangé. C'est pas facile. C'était peut-être pas le bon exemple, mais en tout cas... Mais si, c'est le bon exemple, parce que tu vois, là où c'est un bon exemple, c'est que, tu vois, le jour où je me suis sentie prête, donc c'est 4 ans après avoir écrit ce bouquin, je dis, allez, maintenant, pour faire ce que j'ai besoin de faire, pour grandir et tout ça, j'arrive pas toute seule, et donc je vais demander de l'aide. Mais tu vois, c'est vraiment dire, ça fait longtemps que je sais qu'il faut que je range mon bureau, même peut-être plus que depuis que j'ai écrit ce bouquin, et j'ai pu m'y mettre que 4 ans après, mais j'étais vraiment prête. Et le jour où je l'ai fait, j'ai pas râlé, j'ai un peu râlé, mais pas beaucoup, et je l'ai vraiment fait avec sérieux, avec implication. C'était très juste. Je pense que vraiment le changement, quand on a le choix, parfois il y a des crises qui nous font changer, mais c'est bien quand c'est juste, quand c'est vraiment la pêche, elle est mûre, tu peux l'accueillir, paf. C'est pour illustrer la différence de temporalité. Lourdeur dans le système digestif, décision immédiate, ou bien, donc ça prend 2 secondes, tu vois, comme, très très peu de temps comme décision, versus rangement, beaucoup d'années, mais finalement un jour je le fais parce que c'est le moment. Et ça que je trouve super beau aussi, c'est de se dire j'ai confiance qu'un jour je le rangerai mon bureau. Bah ça y est, je l'ai fait. C'est vrai que tu en parlais aussi à un moment, tu prenais cette image des jardins japonais où il y a des petites pierres qui sont sur de l'eau et qui les pas japonais, ouais, japonais, où on imagine qu'il y a un brouillard. Bah c'est aussi se dire j'avance de 1 en 1 et si au pire je me rends compte qu'il y a plus, au pire je fais demi-tour et à la limite j'aurais perdu un peu de temps ou appris quelque chose, quoi. Bien sûr, parce que parfois on se rend compte qu'on n'est pas prêt ou que c'est pas le bon chemin et puis on fait autrement. Ouais. Et est-ce que tu aurais des exercices à nous partager qui nous permettent peut-être, tu vois, pour ce côté peut-être observation, quelqu'un qui aurait besoin de clarifier un peu sa situation, peut-être savoir prioriser ou quoi mettre en place. Est-ce que tu aurais des exercices à partager? Je sais que dans ton livre, tu nous parles des parts de gâteau, ta vie comme un gâteau. Alors le gâteau de la vie, il faut d'abord se demander c'est quoi les différents domaines importants dans ma vie. Voilà, je pense que max c'est 12. Je vais donner les miens, mais c'est vraiment important que chacun y prenne les siens à lui. Donc moi j'ai mis créativité et spiritualité, amour et relations intimes, aventure et jeu, vitalité et santé, carrière et argent, communauté et utilité. Et donc tu fais un gâteau et tu le découpes en parts avec les différents secteurs à toi. Et tu vas évaluer ta satisfaction dans chacun des domaines de ta vie. Donc si tu vas près du centre, c'est plutôt 1, pas très satisfait, et près du rayon, c'est plutôt 10, très satisfait. Et donc ça te demander, c'est dans chacun des domaines de ma vie, à quel point je suis satisfaite ou pas satisfaite. Tu notes tous tes domaines et tu relis les points. Et ensuite la question c'est, tous ceux qui sont au-dessous de 7 sur 10, ça veut dire je suis pas trop satisfait, et quelle toute petite action dans ma vie actuelle. Donc j'aide les gens à changer de vie, mais tout doucement. J'ai une gouroute américaine qui s'appelle Julia Cameron et elle dit parfois on doit faire des grands pas et sauter des grands pas, mais la plupart du temps les pas qu'on a à sauter ils sont assez petits. Tu vois, c'est comme des pas japonais, tu peux traverser ta mare même dans le brouillard en sautant d'un pas à l'autre. En général on arrive à le faire. Et là c'est un peu pareil, c'est de se dire voilà, dans chacun des domaines où je suis pas aussi satisfaite que je pourrais l'être ou que j'aspirerais à l'être, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant dans ma vie telle qu'elle est constituée. C'est quoi une petite action concrète? C'est ce que je te disais tout à l'heure, imprimer le synopsis que j'ai déjà fait. Donc c'est vraiment un truc qui fait pas trop peur, qui fait un petit peu peur, mais pas trop peur, mais plutôt pas peur.
Et concret, ça veut dire je dois te voir faire. Donc par exemple, moi, si je veux améliorer ma créativité et ma spiritualité, j'ai 2 pistes possibles que je vois dans ma tête. C'est je suis plus trop allée à la messe, et d'ailleurs, moi je suis catholique. Donc je me dis, tiens, je pourrais peut-être aller à la messe dimanche, ça me ferait peut-être du bien. Et 2, je pourrais me faire une petite aventure culturelle. Cette semaine, j'ai très envie d'aller au ciné. Et donc je pourrais me planifier un jour où je vais voir un film, me demander quel film, et puis vraiment y aller. Ces 2 choses-là, elles vont m'aider à me sentir plus ancrée dans ma spiritualité et ma créativité. Donc toi, c'est vraiment des toutes petites choses, et le fait du truc concret, c'est une personne à qui tu la racontes, elle doit le voir. Et ça, tu fais ça pour tous les domaines de ta vie où tu as mis une note de satisfaction inférieure à 7/10. Et ensuite, tu regardes au fil des semaines ou des mois, tu recommences à évaluer chacun des domaines et à voir tes notes, et tu vois comment ton reliage de points évolue, ton araignée, tu vois. Et normalement, l'idéal, c'est que l'araignée, elle soit le plus près du centre possible. Est-ce que je suis claire dans Oui, très bien. C'est faire une sorte de bilan de où on en est dans les points qui sont les sujets, les loisirs qui sont importants pour nous, et venir réajuster. Pas que les loisirs, c'est vraiment les domaines de ta vie. Oui, les domaines, les domaines de notre vie qui nous tiennent à cœur, et après venir les réajuster quand on voit qu'il y a peut-être une insatisfaction ou que on sent qu'on pourrait on aimerait faire un peu plus dans ce domaine-là. On aimerait être plus heureux. On aimerait être plus heureux, effectivement. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Et il y a un autre exercice que j'adore, que je viens de faire tout à l'heure. Et juste petite question, s'il y a plusieurs justement domaines de notre vie où c'est inférieur à 7, prioriser par quoi on commence? Non. Ou on met tout en même temps? Tu mets tout en même temps, et tu te dis pas je vais faire ça. Tu dis je pourrais faire ça. Donc il y a vraiment un truc hyper important. Je dis très rarement il faut ou je devrais. Ce matin, je me le suis dit. Mais c'est très rare. Le bonheur, c'est pas une obligation, t'es d'accord? C'est moi qui veux être heureuse. Et donc, si je veux être plus heureuse, alors là, si je veux être plus apaisée dans ma créativité et ma spiritualité, je pourrais dimanche aller à la messe. Et je pourrais cette semaine aller au Cinoche. Peut-être voir le film de Podalides qui s'appelle Waouh. Ah, c'est des suggestions. Je suggestionne mon esprit. Mais qui me force à être plus heureuse, tu vois? C'est moi qui veux être plus heureuse. Donc, c'est vraiment pas il faut que j'aille au Cinoche. Ça me rend pas heureuse de devoir aller au Cinoche. Ok, ma cocotte, tu veux être plus heureuse? Bien, tu veux être moins lourde? Tu manges moins de viennoiserie. Tu pourrais en manger moins, tu vois. Personne me force. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureuse dans mon couple? Mais j'ai pas trouvé ça. Parce que je suis déjà, d'abord, bien heureuse. Et puis toi, dans cette demande, certaines choses demandent plus de réflexion et demandent plus de pondération, etc. La réponse pour la créativité, je l'ai tout de suite. Tac, la messe. Tac, le Cinoche, pof. D'autres, tu sais, je me dis, alors attends, si dans mon couple, je suis 8/10, 8 c'est pas mal, mais je peux encore faire mieux, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas encore, mais tu vois, je vais chercher. Donc parfois la réponse, elle vient comme ça, parfois je dis, là, j'ai pas trouvé de réponse, bon. Oui, parfois c'est une graine que, comme tu disais tout à l'heure, que tu poses là dans ton esprit, et à des moments, elle va fleurir. Ouais, j'ai la graine de question, mais j'ai aussi la graine de je pourrais. En tout cas, c'est pas je dois absolument faire ci, faire ça. Et donc, tu peux tout mettre, et ensuite, il faut relire de temps en temps. Ah tiens, j'avais dit que peut-être j'irais au ciné. Ah oui, tiens, et quand est-ce que je pourrais y aller cette semaine? Ouais. Il faut, c'est quand même de relire régulièrement mes intentions. Je m'y relis. Je les relis, je m'y relis. Mais je m'oblige pas à le faire parce que, tu vois, c'est comme ranger mon bureau. Je l'ai fait parce que je sentais que c'était juste. Et là, tu vois, je me dis, tiens, je pourrais peut-être passer une demi-heure à ranger ma chaise. J'ai un tas de sauge qui sèche sur mon pouf, là, tu vois, donc ranger ma sauge, faire 2-3 trucs tout propres, et je serai contente. Mais tu vois, ce sera pas toute une journée, donc tu vois, une demi-heure, j'ai le courage de faire ça. Mais je vais pas dire, il faut ranger le bureau. C'est plutôt, ok, tiens, aujourd'hui, je pourrais prendre une demi-heure pour remettre au carré et honorer le travail que j'ai fait il y a un mois avec ma copine. Ouais, en fait, le je pourrais, ça laisse beaucoup plus de liberté que le il faut, c'est beaucoup plus strict, carré, fermé, quoi. Il y en a 2. Il y a le j'aimerais. Donc, j'aimerais avoir un beau bureau. J'aimerais honorer le travail que j'ai fait avec mon ami il y a 1 mois et demi de rangement. Et je pourrais, du coup, consacrer une demi-heure à ranger ma chaise et ranger le pouf. Une demi-heure, je suis généreuse, tu vois. Tu as dit qu'il y avait un autre exercice auquel tu as pensé? Je l'adore. C'est même pas que j'y ai pensé, en fait, je l'utilise tous les 2-3 mois. Et donc là, je viens de le faire. Je me fais des bilans, comme je raconte dans le bouquin. Et au moment des solstices ou de l'équinoxe, je fais un bilan. Donc j'en fais parfois un tous les jours, un toutes les semaines, un tous les mois, des différents, et un tous les trimestres. Et donc là, j'ai fait mon bilan de solstice ce matin avant de te parler. Et dans ce bilan de solstice, je pose notamment comme question, qu'est-ce que je fais qui m'allume
et qu'est-ce que je fais qui m'éteint. Donc c'est pas qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui m'éteint, c'est bien quelles attitudes et actions je mets en place, où c'est vertueux et où c'est pas vertueux. Et donc, j'ai tout frais, tout chaud. Et ça, j'adore parce que c'est pareil, tu vois, c'est pas dire j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça, c'est donc un truc qui m'allume, c'est de mettre des mini-jupes. Donc j'en ai mis une. Mettre ma mini-jupe en jean. J'adore aussi promettre, enfin comme on s'est promis, toi et moi, qu'on se voyait, et être attendu. Donc, toi, là, j'ai promis à des clientes, enfin, tous ceux qui me demandaient, en fait, de leur envoyer des mantras. Et donc, l'idée de faire ça, tu vois, savoir qu'il y en a qui les attendent, j'adore ça. En tout cas, ça me donne beaucoup d'énergie. Aussi, ces derniers temps, j'ai retrouvé des bouquins ou des ressources. Et ça, c'est trop bien. Et j'ai aussi une nouvelle coach que j'adore. Donc, tu vois, je suis toute enthousiasmée, elle me surprend. Ça me donne de l'énergie. Qu'est-ce que je fais qui m'éteigne? Alors là, récemment, j'ai fait 2 conduites en bagnole. C'est moi qui ai proposé, mais j'étais tellement furieuse de les faire. Et donc, je pense que faire des conduites en bagnole et proposer des conduites en bagnole, 3 même, ça m'éteint. Donc, il faut que je trouve une autre solution pour être sympa avec les gens. Donc là, c'est pas facile. C'est pas confortable, tu vois. Je m'aimais bien la fille qui conduisait tout le monde. En fait, je supporte pas. Et aussi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est passer trop de temps seule dans mon système. Tu vois, j'ai plein d'outils. Mais ce qui est marrant, c'est d'interagir, c'est de les partager. Quand je suis seule, je tourne en boucle. Et ça, tu vois, je m'en étais pas... Donc toi, ça change tous les 3 mois. Ah bah, chose que je fais qui m'éteigne, je l'ai pas noté, manger des viennoiseries trop souvent. Et donc tout ça, ça dépend de qui? De moi. Et donc pour certaines choses, j'ai trouvé des solutions. Genre manger des viennoiseries, bah je vais arrêter d'en acheter pour la famille. Pour les 2 autres, j'ai pas encore de solution, mais j'ai confiance qu'elles vont émerger, tu vois. Et donc je peux faire plus de ce qui m'allume, genre mettre ma mini-jupe aussi souvent que je veux en été, avec le maillot de bain quand je vais chez mon kiné même. Mais par contre, je vais devoir trouver une solution pour arrêter de dire aux gens, je t'accompagne à droite à gauche. Et ça, c'est trop bien parce que je reprends la responsabilité sur ce qui m'énergise ou sur ce qui me pique de l'énergie. Et il y a que moi qui peut dire oui ou non, qui peut dire plus de ça, moins de ça. Et ensuite, je vais trouver, j'espère, une façon d'arrêter de dire les choses, de proposer des trucs que j'ai pas envie de faire, etc. Bah ouais, c'est conscientiser, mieux conscientiser ses comportements et qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait du mal, et du coup d'aller vers ce qui nous fait du bien. Ça me fait du bien ou du mal, c'est vraiment ça m'en donne ou ça m'en prend en ce moment. Et ça change, tu vois, le coup de la bagnole et le coup des viennoiseries, enfin toi ça vient d'arriver ça. Hein. Ouais. Donc il y a cette notion effectivement de points, faire des points régulièrement de là où on en est, et ça permet aussi peut-être d'être satisfait aussi de l'avancement qu'on a fait en fait et d'en prendre conscience. C'est vrai. Ça permet de regarder un peu dans le rétro et de regarder un peu de devant. Moi, j'ai l'impression, depuis que je fais mes points, tu vois, de bien tenir la barre de mon bateau. Et quand j'en fais pas, je la tiens moins bien. Ouais, parce que c'est un moment où tu te retrouves avec toi-même, en fait, et tu viens t'unifier et voir les différentes parties de toi. Ouais, et puis je me pose les mêmes questions toutes les semaines ou tous les mois ou tous les trimestres. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai pas encore fait, mais j'avais envie de regarder. Alors, il y a 3 mois, je disais quoi? Et c'est sympa de se dire, alors j'en étais où au début du printemps, tu vois, et de voir l'évolution, et genre quand je me dis, je vais faire ci et ça, et quand je l'ai fait, c'est vrai que je suis contente. Et quand je l'ai pas fait, je me dis, ah tiens, pourquoi je l'ai pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est intéressant d'analyser le différentiel aussi. Ouais, carrément. C'est un super outil, merci de nous l'avoir partagé. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur Kaizen, sur un outil, sur quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent Bah, tu m'avais posé une question à la fin du document que tu m'as envoyé que j'aime beaucoup. C'est avez-vous des conseils à nous donner quand on a un coup de mou? Ah ouais, effectivement, je l'ai sauté. Alors, il se trouve que moi, j'ai souvent des coups de mou, et en ce moment, comme c'est un peu la crise parce que les enfants s'en vont, là, je viens de finir un programme que j'adorais. Donc, tu vois, vendredi, j'avais un bon petit coup de mou. Je crois que j'en avais aussi un jeudi. Parce que j'avais mal dans le pas. En ce moment, tu vois, là, je suis en pleine forme, mais il y a quand même pas mal de jours où c'est compliqué. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'était jeudi matin, mon coup de mou de jeudi matin. Je me suis demandé de quoi j'ai besoin. Je trouve que c'est une super bonne question, tu vois. De quoi j'ai besoin là? Et donc, je me suis dit, déjà, j'ai besoin d'avoir une tenue qui me plaît, donc mini-jupe. Là, ça allait beaucoup mieux. Ensuite, je me suis dit, mais il n'y a pas des ressources j'ai plein d'huiles essentielles partout chez moi. Mais quand je vais pas bien, le principe, c'est que je vois plus rien, tu vois. Donc, il n'y a pas une huile essentielle qui fait du bien, là? Ah, mais si! Et là, j'ai un petit mélange de citron et de lycée, donc je me suis mis un peu ce qui traite la tristesse. Et donc, je me suis mis un peu de ce mélange. Là, ils sont super bons, rien que l'odeur, tu vois. Et donc, ça, déjà, je me sentais mieux. Et toi, donc, me dire de quoi j'ai besoin, et puis aussi, quelles ressources j'ai à ma disposition.
Ensuite, j'ai mon meilleur ami qui m'a téléphoné, donc ça c'était le hasard, et il se trouve qu'il allait comme moi, il n'était pas bien. Et donc, de se parler tous les deux et de dire et de se comprendre dans nos de s'écouter et de se partager ce même pour des raisons différentes, mais on était au même endroit de et ben on s'est sentis mieux tous les deux. Ouais. Et donc, l'appel à un ami de quoi j'ai besoin, et ben ce jour-là, mais là on se dit qu'est-ce qui pourrait m'alléger, et je sais que parfois, quand on va pas bien, on est tenté de pas le faire. Donc, tu vois, et ce petit coup de rein, tu vois, de coup de pied au cul, dont on parlait tout à l'heure, de changer pour le mieux, c'est de dire, une mini-jupe, alors que franchement, je suis fatiguée, j'étais un peu malade et tout, je me sentais moche. Ça va être une mini-jupe, et puis, ces flacons d'huile essentielle qui prennent la poussière, là, depuis 2006, ça me fait chier, tu vois, ou bien, j'ai encore appelé mon copain, là, mais on va tu vois, donc, il y a quand même cette tentation de rester dans sa fange quand ça va pas. Et donc, ça demande, oui, le petit coup de rein. Et parfois, c'est très, très dur à faire ce petit coup de rein. Tu vois, là, j'avais un petit coup de mou, donc c'était un petit coup de rein. Parfois, c'est un gros coup de mou et il faut quand même mettre ce coup de rein. Et là, j'ai mesuré jeudi dernier que j'avais pas envie de faire ces choses-là, tu vois. Mais d'avoir la confiance que l'action, donc les questions et l'action, nous aident à aller mieux. Et évidemment, savoir ce qui nous fait du bien. Je me suis pas fait un shoot d'héroïne où j'ai pas été picolée, où j'ai pas été mangée de pain au chocolat. Je suis allée dans la direction des solutions, de me remplir avec ce qui me fait du bien. Et se dire, ok, là, j'ai vraiment pas envie, je préférerais rester couché et pleurer. Et bien sûr qu'on a envie de ça. Et parfois, pleurer, c'est bien, rester couché un peu, c'est bien, mais se dire, ok, maintenant, si je devais agir, de quoi j'aurais la force? De quoi j'ai besoin et de quoi j'ai la force? Et se forcer un tout petit peu à y aller, même si on n'a pas envie, parce que, en ayant confiance que on a mis de l'eau au moulin et que ça va aller, ça risque d'aller mieux. En tout cas, ça peut pas aller vraiment pire si on met de la lactée citronnée ou si on appelle son meilleur pote. Si on met sa super mini-jupe, par exemple. Ouais, cette idée que l'action va nous aider à transformer un peu cet état, et cette énergie. Et des toutes petites choses peuvent nous faire vraiment du bien et nous donner confiance pour le pas suivant, tu vois. Et après, ma journée, elle était partie et je pétais le feu de nouveau. Génial. Bah ouais, bizarrement, tu vois. Et est-ce que tu préconiserais, par exemple, en un moment où ça va bien, on a l'énergie et l'envie de faire une petite liste qu'on garde, qu'on peut avoir sous les yeux de choses qui nous font du bien? D'où l'intérêt d'avoir ta liste, je te disais tout à l'heure, tu vois, qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui m'en prend. Parce que quand je vais pas bien, je peux revenir à cette liste. Donc, se balader dans la nature, tu vois, ça fait partie des listes. Et moi, comme j'ai un chien, je suis obligée de me balader de toute façon. Et c'est vrai que ça me fait du bien. Donc, là, je le note même plus parce que ça fait partie des meubles, quoi. Et donc, oui, avoir cette liste-là, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend. Et donc, quand je vais pas bien, je peux la retrouver et éventuellement l'enrichir. Mais vraiment se dire de quoi j'aurais besoin là tout de suite. Être vraiment y être pour soi-même. Ouais, avoir de l'empathie envers soi. Oh, oui. Tu aurais une amie, tu lui dirais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vas faire ça pour soi. Ouais. Et c'est dur quand on va pas bien. Mais c'est vertueux. C'est vertueux. Se dire qu'une toute petite action peut nous faire aller beaucoup mieux. Ouais. Mais, sauf que, au moment où j'ai mis ma mini-jupe, ou au moment où j'ai mis la litsée, j'y croyais pas. Ça veut dire, c'est pas la peine de le croire. Ça, je l'ai écrit au moins 3-4 fois dans le bouquin. C'est pas la peine de croire pour que l'action marche. Ce qui est la peine, c'est d'agir. Et après, tu vois si ça marche. Mais moi, quand je fais des trucs, j'y crois pas. Enfin, je me disais, ta mini-jupe, c'est toujours que ça va te remonter le moral, n'importe quoi. Enfin, tu vois, le discours intérieur, il est très, parce que quand je l'ai mis, j'ai dit, quand même, elle tombe bien. Puis je me sens, je sens l'air et tout, j'ai toute légère, et puis j'ai des jambes fines, quand même, c'est pas si mal, t'es pas si moche, t'es pas si vieille. Vas-y et tout. Cette odeur, je la connais par cœur, mais qu'est-ce qu'elle sent bon, enfin, tu vois. Et je peux pas m'empêcher. Idem, je joue avec le chien. Au début, je lance la balle mollement, puis après, le chien, je le vois qu'il est content et tout. Donc, tu vois, l'action nous met dans un bain de joie qui augmente. Ouais. Mais donc, pas à peine d'y croire, vas-y, fais quelque chose de gentil pour toi. Ouais. Fais, après tu verras. Si ça marche pas, tu fais autre chose. Ou bien tu retournes dans ton canapé, chouchounier. Ou appeler un ami. Ouais. J'aime beaucoup cette idée de faire et de voir après plutôt que pas faire, et dans tous les cas se projeter le fait que en tout cas même si on le ferait ce serait nul, quoi. Fais et tu verras, quoi. Ouais, il y a un type que j'aime bien qui s'appelle Jay Shetty. Il a une règle de vie que j'aime beaucoup. C'est quand tu te réjouis-toi une journée et après reprends le boulot quand il t'arrive un truc de bien. Quand il t'arrive une tuile, pleure une journée et après reprends le boulot. Et se dire, tu vois, c'est comme le chougnon 5 minutes, se plaindre 5 minutes, tu vois. Parfois, tu vois, moi, ce jour-là, j'allais suffisamment bien pour pouvoir embrayer assez vite. Mais il y a des jours où ça va vraiment pas, et donc se dire, ok, là, je prends la journée. Moi, l'année dernière, j'ai eu un revers,
Et j'ai pris 3 jours pour binge-watcher une série, trop bien d'ailleurs. Mais j'ai fait que ça. J'ai binge-watché The Split. Et donc j'ai rien fait d'autre. J'étais dans mon lit, je binge-watchais. Mais après, tu vois, je me suis dit, allez hop, j'ai 3 jours pour me remettre de mon revers et après je redécolle. Il y a 2 semaines, j'ai une super bonne nouvelle. J'ai appris que le Kaizen allait être édité en poche en Italie, donc j'étais trop contente parce qu'il a cartonné en Italie. Et donc pendant une journée, je fais cocorico et après, je me suis remise au boulot. Tu vois. Donc, c'est-à-dire, je m'arrête un peu sur mes tristesses ou mes déceptions, un peu sur mes joies, mais je prends le temps de célébrer ou de pleurer et après, je repars. Je me donne des limites. Donc mes enfants, c'est 5 minutes de chougnon. Petite déception, 5 minutes. Grosse déception, une journée ou plus. Enfin, mais en tout cas, j'ai une limite dans le temps. Parce qu'après, ça pourrait vivre toute ma vie sur ma déception et... Ah, on se laisse pas dépérir, quoi. Alors, je dépéris 3 jours et puis après, je repars. Ouais. Se dire, c'est quoi la bonne périodicité idéale pour ce deuil ou pour cette célébration et les vivre et ensuite passer à autre chose. Super intéressant. Voilà, madame. Merci beaucoup pour cet apport. Du coup, j'ai une question que je pose j'ai 2 dernières questions pour toi, après je te libère. C'est savoir si tu avais des ressources à nous partager. Donc déjà, il y a ton livre Changer avec le Kaizen, qui se trouve assez facilement un peu partout. Je pense qu'il faut le commander maintenant. Oui. Mais tu peux le commander sans problème dans ta librairie. Ouais, je mettrai en description pour les personnes que ça intéresse. Je vous le recommande. Je suis vraiment rentrée dedans. Ouais, et puis alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a été illustré. Il y a une graphiste, artiste, Mélodie dans le truc. À chaque chapitre, elle a créé un visuel. Et du coup, le chapitre, enfin presque chaque chapitre, on peut aussi l'embrasser d'un coup d'œil avec le visuel. Et donc, c'est super joli et c'est très pratique. Il y a à la fois mon texte, qui est parfois un peu touffu, et le visuel de Mélodie, qui facilite la prise en main du chapitre, je trouve. Enfin, les deux se répondent bien. Oui, et puis la partie intéressante que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à chaque fin de chapitre, tu poses des questions c'est vrai. aux personnes pour les inviter justement. Et toi, quelle est la petite action que tu peux mettre par rapport à ça? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te décharge, etc. Donc on est vraiment accompagnés. En fait, je trouve que les livres dits de développement personnel, leur intérêt, en tout cas moi l'intérêt que je leur trouve, c'est comment est-ce qu'ils font agir les gens. Et je trouve que la partie intéressante, c'est pas tant ce que moi j'ai écrit que ce que le lecteur va écrire. Lui, les propres réponses. Mes questions sont chouettes, mais les réponses que tu trouves et comment chacun élabore, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Donc, en fait, les gens qui n'aiment pas mes bouquins, je pense que c'est souvent parce qu'ils n'ont pas pris le temps de répondre aux questions. Ceux qui ont pris le temps le trouvent passionnant. Donc, je pense que ce qu'on trouve passionnant, c'est sa propre quête. Et donc, j'invite vraiment au lecteur qui achèterait ce bouquin ou qui le mettrait la main dessus à la bibliothèque, de le faire en plus de le lire. Carrément. Ok, j'ai une dernière question pour toi, Christy. C'est, pour toi, c'est quoi une terre happy? Écoute, il y a 12 ans, j'ai découvert le compost. Donc, on était en appartement encore à l'époque et j'ai trouvé des caisses à poissons et j'ai mis très longtemps avant de réussir un compost qui marche et j'ai tué je sais pas combien de colonies de vers. Maintenant, on a un compost qui est en lien avec la terre. Mais enrichir la terre, recycler une grosse partie de nos déchets alimentaires et végétaux et m'en servir pour rendre la terre plus riche, plus féconde, plus fertile. Enfin, tu vois, c'est vraiment une des choses qui me rend super heureuse. Faire pousser plein de tomates, plein de fraises, plein de framboises. Tout ça en allant beaucoup moins à la poubelle. Je trouve ça dingue et miraculeux, quoi. Ça me rend heureuse quand ça pousse. En ce moment, on est en train de lire avec Nico, mon mari, le livre de Éric Lenoir qui s'appelle Le Jardin Punk, Traité du Jardin Punk. C'est un super bouquin et c'est vraiment comment avec peu d'argent, peu de travail et des efforts intelligents. Moi, j'aime bien les efforts. Je m'en fous de faire des efforts, je veux des efforts intelligents. On arrive à avoir des jardins qui soient vivants, humains, accueillant la biodiversité et où on se fait quand même, on n'est pas esclave de son jardin, tu vois. Ouais. J'aime aussi, tu vois, en ce moment, j'ai plein de coquelicots dans mon jardin, je ramasse les graines et je les mets un peu partout dans ma lacoste. Enfin, tu vois, prendre la nature à un coin, et soit en prendre soin, soit la redispatcher, mais voilà, avec un bon rapport effort-résultat, et enrichir la terre, la rendre féconde, la rendre accueillante, même si c'est un peu bazareux, je trouve ça me rend très, 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 très heureuse. C'est vraiment une grande source de joie dans ma vie, l'observation et l'interaction avec nos jardins et la vie naturelle en général. Génial. Ouais, pour toi, c'est ça une thérapie. Ouais. Super. Merci beaucoup, Christy. C'était vraiment passionnant de t'écouter. Je suis sûre que les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout ont récolté
plein de clés et de choses vraiment activables dès maintenant. Donc, je suis super contente pour ça et merci pour ton partage. Avec grand plaisir. Super. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.